Une personne née en 1800 ne reconnaîtrait pas la Suisse en 1900. Elle se gratterait les yeux pour ne pas croire qu'elle rêve. En un siècle, ce territoire niché au cœur de l'Europe va connaître des changements profonds et révolutionnaires à tous les niveaux. À la veille du 19e siècle, cette vieille confédération germanophone désunie par des divisions religieuses est envahie par la France qui impose à la baïonnette les idées de sa révolution. Son territoire se transforme rapidement en théâtre de bataille entre les armées de grandes puissances européennes. Impuissante, la confédération est mal partie dans ce siècle. En interne, cette période verra l'affrontement entre le camp du changement et celui du maintien de l'ordre ancien. Ce débat enflammé aboutit à une guerre civile décisive et à la création du premier État suisse moderne souverain de l'histoire avec ses attributs: parlement, gouvernement, ville fédérale, drapeau et monnaie commune. Au-delà du politique, la Suisse se met sur les rails de son insolent succès économique et social actuel. Pays du plein emploi qui attire les talents du monde entier de nos jours, il devait alors encore se débarrasser de certains pauvres en les envoyant aux Amériques. Dans les fabriques, on travaillait dans des conditions dantesques. La Suisse connaît alors sa révolution industrielle. Des entrepreneurs et des innovateurs de génie font naître tout ce qui fait l'image de la place économique suisse actuelle. Chocolat, textile, machines industrielles, commerce d'import-export, ancêtre de l'industrie pharmaceutique. L'image de la Suisse à l'étranger change également. Alors qu'elle était connue pour ses soldats mercenaires au service des papes et des rois étrangers, elle se transforme en havre de paix qui vient en aide aux blessés et victimes de la guerre. C'est enfin le moment où le tourisme se développe, créant l'image d'Épinal d'un paradis alpestre à l'air pur, image nourrie par le mouvement romantique. Hôtels en style Belle Époque, bateaux à vapeur et trains facilitent alors la découverte d'un territoire jusqu'alors isolé. C'est une période méconnue et occultée qui pourtant accouche des héros de l'histoire suisse. Le Genevois Guillaume-Henri Dufour ou le Zurichois Alfred Escher. Cette Suisse moderne naît dans la douleur et les divergences. Ces créateurs politiques vont retourner dans un passé lointain pour construire un roman national fédérateur, projetant les valeurs de leur temps et de leur bord politique. Ces valeurs sont celles de république, de démocratie, de nation, de patriotisme et de liberté. Ils vont créer le mythe de paysans de montagne qui se sont battus pour leur liberté contre les despotes Habsbourg autrichiens. Chemin faisant, on occultera une énorme partie de l'histoire, celle de cantons suisses eux-mêmes conquérants et parfois oppresseurs. On met ainsi en sourdine les relations dominant-dominées moyenâgeuses entre les villes et les campagnes, entre les cantons suisses et leurs pays sujets. Considérée comme un État plurilinguistique et multiculturel, cette diversité date en fait du 19e siècle. Elle est le fruit d'influences de puissances étrangères, de hasard de l'histoire et de pragmatisme politique plus que d'une ouverture d'esprit. Tout cela amène à se poser une question sur la Suisse. Au lieu d'être née en 1291 par un serment sur la plaine du Rütli entre les trois communautés d'Uri, Schwyz et Unterwald, ne serait-elle pas véritablement née au 19e siècle? Plongeons dans l'histoire méconnue de ce siècle qui nous permettra de revisiter l'histoire suisse entre mythe et réalité. Dans cette série en 3 épisodes, nous comprendrons pourquoi cette naissance de la Suisse moderne reste occultée et relativement méconnue. Peut-être pose-t-elle trop de questions dérangeantes sur le passé et le présent du pays. Un pays qui aime vivre dans les mythes. Mais l'histoire que nous allons raconter est tout sauf un mythe. C'est celle du miracle suisse. 10 août 1792, Paris. La foule parisienne armée assiège le palais des Tuileries, la résidence des rois de France située en plein cœur de la capitale. Face au peuple en armes, près de 900 gardes suisses en uniforme rouge sont chargés de la défense du roi Louis XVI et de sa famille. Par précaution, ces derniers sont évacués vers le bâtiment voisin de l'Assemblée nationale. Lorsque des insurgés se rapprochent, les invectives fusent de part et d'autre. Une poignée de patriotes français tente de désarmer 2 gardes, ce qui déclenche une riposte des Suisses qui ouvrent le feu. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres et déclenche l'escalade. Les gardes suisses tiennent bon. Louis XVI souhaite éviter une effusion de sang et envoie une note ordonnant aux gardes de se retirer. Les Suisses s'exécutent et se dirigent vers l'arrière du palais à travers les jardins. Mais la foule les rejoint et massacre ces soldats étrangers au service du roi par centaines. Des dizaines de Suisses rescapés dont leur colonel, un certain Karl Joseph von Bachmann, originaire du canton de Glarus, sont emprisonnés puis guillotinés le mois suivant lors des massacres de septembre. Depuis longtemps, le Royaume de France, comme de nombreuses autres cours européennes, s'attache les services de garde et de régiments réguliers de soldats issus des cantons suisses. Les soldats suisses jouissent d'une réputation d'excellents soldats acquis sur les champs de bataille depuis le XIVe siècle lors de leur guerre contre les Habsbourg et le royaume de Bourgogne de Charles le Téméraire. Ils prêtent leurs services contre monnaie sonnante et trébuchante, ce qui fera dire à Jean de Racine « point d'argent, point de Suisse ». Ces soldats sont dignes de confiance et prêts au sacrifice ultime pour leur employeur.
En 1527, la majeure partie de la garde suisse du Vatican avait ainsi péri pour protéger la fuite du pape face aux troupes de l'empereur Charles Quint qui pillent et saccagent Rome. La Révolution française et ses idées novatrices vont faire chuter le roi Louis XVI et toute la société française d'Ancien Régime divisée en 3 ordres: la noblesse, le clergé et le tiers-état. Pour la Confédération suisse, le destin tragique des gardes suisses lors de la prise des Tuileries semble n'être qu'un épisode tragique circonscrit au cadre d'un pays étranger. Mais c'est un événement annonciateur de changements brutaux à venir pour la Confédération. Le vent de la Révolution française et ses idées vont bientôt balayer son territoire et provoquer des changements politiques internes comme elle n'en a jamais connus. Cet épisode des Tuileries pose une question. Pourquoi des soldats dits suisses combattent-ils pour un roi étranger? Ne devraient-ils pas être des traîtres à la nation en Suisse? La réponse est non, car il n'y a alors en cette fin de 18e pas d'État souverain nommé Suisse. Ce qu'on nomme aujourd'hui la Suisse est alors une confédération de 13 cantons germanophones indépendants et simplement liés entre eux par des serments et des traités communs dont les premiers remontent au Moyen-Âge. D'ailleurs, ils ne se nomment pas Suisses entre eux. À travers les siècles, les serments et textes officiels des confédérés ne se réfèrent jamais à une quelconque Suisse pour désigner leur confédération, ni aux Suisses comme ses habitants. En effet, ces documents citent constamment en détail les différents cantons formant la confédération. Le concept de Suisse reste une appellation utilisée par des étrangers par simplification, en alternance avec le terme de confédéré. Le nom suisse est un dérivé francisé du nom d'un des cantons primitifs, celui de Schwyz. Même si ce canton n'a aucune prééminence, ses premiers exploits lors de la bataille de Morgarten aux portes de leur pays en 1315 face aux Habsbourg a pu répandre leur nom en Europe. On a progressivement nommé Schwyzois tous les confédérés. La croix blanche est quant à elle un symbole adopté par les soldats de tous les cantons au XIVe pour se différencier sur les champs de bataille. Cette confédération n'a jamais eu d'état central et d'institutions nationales rassemblées dans une capitale. Pas de frontières ni de monnaie commune. Chaque canton est un petit pays avec son propre régime politique, son armée, son drapeau, son patois germanique. Des représentants non élus des 13 cantons se réunissent parfois dans un lieu sans voter de loi. Cette assemblée se nomme la Diète. Les discussions y sont limitées à des questions de défense mutuelle, de partage de butin de guerre et de règlement judiciaire. Cette confédération des 13 cantons s'est formée progressivement entre le XIIIe et le XVIe siècle. À l'origine, les 3 communautés fondatrices de Schwyz, Uri et Unterwald auraient prêté des serments de défense mutuelle au XIIIe siècle. Elles ont été ensuite rejointes par Lucerne, Zurich, Berne, Glarus et Zug au milieu du XIVe siècle. Puis Fribourg et Soleure fin XVe, et enfin Schaffhouse, Bâle et Appenzell au début du XVIe siècle. Au temps des Tuileries, en cette fin de XVIIIe siècle, quel est le régime politique qui régit ces cantons? On sait qu'il n'y a jamais eu de roi ou d'empereur sur ce territoire. Quelle est donc la menace apportée par la Révolution française? On peut séparer les 13 cantons confédérés en 3 formes de régime politique. Pour chaque forme, nous présenterons une famille typique de dirigeants qui seront protagonistes au cours de notre histoire. Premièrement, les cantons-villes. Ils sont chacun centrés sur une ville puissante qui donne son nom au canton et dirige ses campagnes et villes alentours en les soumettant dans des rapports dominant-dominé. On distingue 2 types de cantons-villes. D'une part, ceux dirigés par des familles patriciennes, c'est-à-dire de grandes familles bourgeoises dominant les institutions politiques et militaires. Elles sont souvent liées au mercenariat à l'étranger ou à la possession de terres et de seigneuries. C'est le cas dans les cantons de Berne, Fribourg, Lucerne et Soleure. D'autre part, ceux dirigés par des familles issues de corporations de métiers. Ces familles sont actives dans le commerce, l'industrie et la banque. C'est le cas dans le canton de Bâle, de Zurich et de Schaffhouse. Dans tous les cantons-villes, les décisions sont prises par des assemblées non élues, nommées grands et petits conseils. Elles rassemblent exclusivement ces élites des villes. Les postes politiques se transmettent au sein des familles dominantes de père en fils et excluent tout représentant des campagnes du canton. Pour les cantons-villes à régime patricien, les familles ont comme le nom l'indique un destin intimement lié à l'histoire et au fonctionnement de la patrie, en l'occurrence la ville. Découvrons brièvement la famille von Erlach, dont le destin se confond avec le destin de Berne à travers les siècles. D'extraction chevaleresque, ce nom vient du village d'Erlach perché sur une colline au-dessus du lac de Bienne où trône le fortin familial. En 1339, un von Erlach remporte la bataille de Laupen et devient un héros bernois. C'est l'un de ses descendants qui commande les troupes bernoises dans les batailles victorieuses de la jeune confédération contre le duché de Bourgogne à Morat et Grandson en 1476. Quand la ville de Berne se convertit au protestantisme au XVIe siècle, c'est un von Erlach qui mène la répression contre les paysans catholiques de l'Oberland, le haut pays bernois dans les Alpes. Ces derniers souhaitent en effet rester fidèles au catholicisme. L'influence de la famille est également politique. Ainsi, pas moins de 7 von Erlach seront nommés avoyers de Berne, le poste politique le plus élevé du canton. D'autres membres de la famille serviront comme officiers militaires, notamment pour le royaume de France qui compte un régiment bernois.
Cette famille acquiert au fil des siècles des droits privés sur de nombreux territoires comme la ville de Spitz au bord du lac de Thun, où elle rend le droit. Elle possède également des propriétés comme le château d'Oberhofen au bord du même lac. À Berne, un von Erlach fait construire au XVIIIe le magnifique palais baroque nommé la Cour des Erlach, Erlacherhof en allemand. Ce palais constitue encore de nos jours l'un des plus beaux bâtiments de la vieille ville. Présentons maintenant un exemple de famille des cantons-villes régis par les corporations de métiers, celle des Escher von Glas de Zurich. Originaire d'Argovie, la famille acquiert la bourgeoisie de Zurich au XIVe siècle. Les Escher pénètrent dans toutes les institutions et participent au développement économique de la ville et du canton devenu protestant au XVIe siècle. Le commerce et le tissage de la soie et du coton sont les moteurs de l'économie de la ville au bord de la Limmat. Une poignée de familles dont les Escher von Glas gardent le monopole sur ces activités et les interdisent à la campagne zurichoise. Entre le XIVe et le XIXe siècle, la famille produit 5 Bürgermeister, le poste de maire de la ville, 127 membres du Petit et du Grand Conseil et 63 baillis envoyés administrer les campagnes assujetties du canton de Zurich. Enfin, le troisième type de régime prend la forme d'une sorte de démocratie directe. Il s'applique dans les cantons campagnards et de vallées montagneuses de Schwyz, Uri, Unterwald, formés des deux communautés de Nidwald et Obwald, Glarus et enfin Appenzell. Leurs villes principales sont davantage des bourgs, voire des gros villages. Les hommes adultes se réunissent sur une place publique ou dans un point de rassemblement en campagne où l'on procède au vote à main levée des décisions politiques majeures. Ce vote en plein air est appelé Landsgemeinde, ce qui signifie l'Assemblée du pays en allemand. Malgré son caractère démocratique, certaines familles tendent à dominer la scène politique de père en fils. Il s'agit notamment des importants commerçants en bétail, mais aussi des familles gérant les activités de mercenariat au profit de puissances étrangères. À Schwyz, l'une de ces familles du pays est celle des Reding. De nombreux Reding ont été des officiers de haut rang dans les armées de puissances étrangères telles l'Espagne ou la France, ayant acquis gloire et fortune. Au cours des siècles, des Reding obtiennent des lettres de noblesse d'un roi de France et d'un pape pour leur rôle dans les guerres de religion contre les protestants. Au niveau politique, 21 Reding ont occupé le poste de Landamman du canton de Schwyz, le poste élu le plus élevé. Ce Landamman jouit du droit de justice de son canton et dirige la Landsgemeinde où sont prises les décisions législatives et administratives. Les Reding bâtissent des propriétés cossues dans leur canton. Au XVIe siècle, Ital Reding construit une magnifique propriété dans le bourg de Schwyz, le chef-lieu du pays au pied des Mitten, les deux montagnes iconiques du canton. Adjacent à sa belle propriété, un bâtiment plus modeste est en fait un centre de recrutement et de formation de soldats locaux pour le service étranger. Le royaume d'Espagne comptera ainsi 2 régiments portant le nom de Reding. Ce commerce des soldats fut donc une source d'enrichissement, un secteur économique clé. Le terme de mercenariat est utilisé par simplicité de langage, car ces activités font souvent l'objet d'accords officiels entre un canton et les royaumes étrangers. Ces accords sont nommés capitulations. Le mercenariat reste quant à lui une activité privée, mais les deux activités se mêleront parfois sur les territoires de la Suisse. En apparence démocratique, ces cantons campagne, comme tous les autres membres de la Confédération, dominent des territoires conquis. Ainsi, Schwyz gère en commun avec d'autres cantons les vallées italophones situées au sud du Gotthard, le Tessin actuel, depuis le XVe et début du XVIe siècle. Ces territoires se nomment bailliages communs, un bailli de chaque canton y est envoyé à tour de rôle. De nombreux baillis dans ces vallées seront d'ailleurs des membres de la famille Reding. En fait, à travers cet exemple, c'est toute la confédération des 13 cantons qui cache une organisation territoriale hiérarchisée complexe, loin d'un système démocratique. Sur un premier niveau de domination, les cantons-villes ont pour sujet soumis leur campagne comme nous l'avons vu. Par exemple, la ville de Zurich domine et taxe la campagne zurichoise formant ensemble le canton de Zurich. Le deuxième niveau est la domination de cantons sur des pays dits sujets. Berne par exemple domine seul le pays de Vaud francophone depuis le milieu du XVIe siècle, suite à la conquête militaire de cette région alors sous domination savoyarde. Certains pays sujets sont conquis par plusieurs cantons confédérés qui les gèrent ensuite conjointement. On parle de bailliage commun. Les cantons y envoient à tour de rôle un bailli. On a vu l'exemple des vallées italophones au sud du Gotthard. On peut également citer la Turgovie et l'Argovie au nord de la Suisse actuelle, qui sont des terres prises aux Habsbourg au XVe siècle. Ensuite, le troisième niveau politique est celui des alliances conclues par la Confédération des 13 cantons avec des entités politiques proches. On parle alors de pays alliés. Parmi ces pays alliés, on compte notamment les ligues grises, Graubünden en allemand ou Grison en français. Ces 3 ligues forment une fédération constituée au Moyen-Âge dans les montagnes et vallées de l'est de la Suisse actuelle, l'ancienne Rétie des Romains. Le pays du Valais est également un allié de la Confédération avec une population germanophone dans le Haut-Pays et francophone dans le Bas-Pays. Au sein du Valais, les 7 dizains du Haut-Valais dominent le Bas-Valais francophone qui sont leurs propres pays sujets. Genève la protestante est quant à elle alliée au canton réformé de Berne et de Zurich avec qui elle a signé des traités de combourgeoisie au XVIe siècle. La principauté abbatiale de Saint-Gall, l'évêché de Bâle correspondant au canton du Jura actuel à ne pas confondre avec Bâle, et la principauté de Neuchâtel,
sont d'autres alliés de la Confédération en cette fin de XVIIIe siècle. Après avoir dressé le tableau politique de cette confédération des 13 cantons, de ses sujets et de ses alliés, revenons aux événements révolutionnaires de cette fin de XVIIIe siècle. Les idées de la Révolution française vont faire éclore les germes d'idées nouvelles dans toute l'Europe, y compris dans l'espace de la Confédération. En 1794, des revendications et des heurts se produisent à Genève, alors indépendante, qui réclament plus d'égalité et la fin de l'oligarchie des patriciens à travers une nouvelle constitution. Dans la campagne de Saint-Gall, les paysans demandent la fin du servage et davantage de droits politiques à l'abbé de Saint-Gall qui les domine. À Stefa, petit village au bord du lac de Zurich dans le canton du même nom, les élites politiques rédigent en 1794 une pétition avec des revendications pour obtenir plus de droits juridiques, politiques et économiques de la part de la ville de Zurich. Cette dernière envoie la troupe, ordonne un blocus de la commune et juge les révolutionnaires comme séditieux. Des sociétés intellectuelles partageant les idées libérales des Lumières avaient vu le jour avant la Révolution française. C'est par exemple le cas de la Société helvétique qui rassemble depuis 1761 des esprits éclairés de différents cantons. Professeurs, médecins, politiques, artistes. Dans un contexte de tension intercantonale, ses membres veulent réformer le pays qui est divisé et voient dans l'histoire de la Confédération une marche vers les valeurs d'égalité et de fraternité au-delà des divergences religieuses. Elle crée un sentiment national avec le culte de Guillaume Tell et la composition de chants suisses. Deux personnalités clés partageant ces idées libérales vont contribuer à faire basculer le destin de la Confédération en jouant un rôle trouble avec la France. L'un d'eux est un certain Peter Hawks. Juriste de formation, homme politique et diplomate bâlois, il soutient les idées de la Révolution française et des Lumières. Né en France et issu d'une famille de marchands de Hambourg, il se trouve en exil à Paris quand il rédige en décembre 1797 un projet de constitution suisse à la demande du Directoire français. Ce texte est calqué sur le modèle du régime français d'alors. Quelque chose se trame. Comme nous l'avons évoqué, le canton de Bâle est alors dirigé par une classe oligarchique citadine issue des corporations de métiers. Cette classe active dans le commerce, l'industrie de la soie et la banque parle un patois bâlois spécifique distinct du langage du peuple de la même ville. Cette élite réside dans la ville haute du côté du Münster, la cathédrale. Peter Hawks fait partie de l'élite citadine tout en étant convaincu par les idées républicaines et du besoin de changement politique. Il vise notamment la fin des privilèges et des relations dominant-dominées entre ville et campagne. Début 1798, un mouvement révolutionnaire se met en place entre les patriotes de la ville tels Peter Hawks et les paysans de la campagne bâloise proche. Dans les campagnes, on brûle des maisons de baillis bâlois et proclame une assemblée nationale souveraine qui abolit les relations féodales. On érige un arbre de la liberté sur la place de la cathédrale entouré des propriétés de l'oligarchie locale. Cette peinture met en scène l'accolade entre les deux représentants de Bâle, celui en habit noir représentant la ville et celui en habit rouge représentant la campagne. Au bord du lac Léman dans le pays de Vaud, Frédéric César de la Harpe est le second personnage clé qui appelle au changement drastique. Également partisan des Lumières et des idées de la Révolution française, il souhaite que le pays de Vaud soit libéré du joug du canton germanophone de Berne. Né à Rolles au bord du lac Léman en 1754, de la Harpe est envoyé par son père étudier dans un séminaire des Grisons fondé par deux partisans des idées des Lumières. Cette éducation empreinte des idéaux de l'Antiquité gréco-romaine et teintée de libéralisme le marquera et guidera toute son action politique. Diplômé en droit à Tübingen en Allemagne actuelle, il n'a pourtant aucune chance d'accéder à des charges élevées dans son pays de Vaud. Vaud est dominé depuis plus de 2 siècles par le puissant canton de Berne, qui octroie toutes les charges à son oligarchie citadine germanophone. En 1536, l'ours bernois avait effectivement conquis militairement le pays de Vaud francophone, alors sous influence de la Maison de Savoie. Berne nomme et envoie des baillis dans ce pays conquis pour y lever l'impôt et n'octroie aucun droit politique aux francophones. L'ours bernois ne se soucie guère de développer le pays. On dit qu'ils ne construisirent aucune route. Ce territoire n'est pour eux qu'une source de revenus pour le trésor. À une époque prénationale, Berne ne tenta pas non plus d'intégrer une population perçue comme culturellement lointaine, car francophone. Dans ce contexte ne laissant que peu d'espoir de carrière, de la Harpe avait dû se résoudre à s'expatrier. À Naples, il est introduit dans une loge maçonnique, puis invité en 1783 par la cour impériale russe de Saint-Pétersbourg pour occuper la fonction de professeur de français des petits-enfants de l'impératrice Catherine II. L'un d'eux, Alexandre, deviendra quelques années plus tard le tsar de Russie sous le nom d'Alexandre Ier. Il jouera un rôle dans le destin politique de la Confédération des années plus tard. Au-delà d'un simple professeur de langue, de la Harpe devient leur précepteur et leur inculque des idées politiques libérales, l'histoire et la géographie. Les idées politiques du Vaudois attirent les suspicions à la cour de Saint-Pétersbourg. Alexandre Ier accordera à de la Harpe sa reconnaissance éternelle en déclarant des années plus tard « Tout ce que je suis et tout ce que je vaux, c'est à monsieur La Harpe que je le dois ». Revenu de Russie mais banni de son pays de Vaud, de la Harpe se rend à Paris pour faire entendre la cause de son pays où se mêlent également des intérêts privés.
En effet, il souhaite récupérer les biens de son cousin défunt Amédée confisqués par les Bernois au début des années 1790. À cette époque, Amédée participa à des banquets révolutionnaires républicains interdits et dut fuir. Il devint ensuite un brillant militaire mort au combat pour la France. Devenu général dans les armées de la Révolution, il avait notamment servi sous les ordres d'un certain Napoléon qui le décrit comme un officier d'une bravoure distinguée. Le nom vaudois La Harpe, auquel on a retiré sa particule dans un esprit républicain, sera inscrit sur l'Arc de Triomphe de Paris célébrant les victoires napoléoniennes. De La Harpe se rend à Paris fin 1797 pour faire entendre la cause de son pays dans les cercles haut placés. Il parvient à faire placer Vaud sous la protection de la France, qui s'engage à protéger la région militairement face aux Bernois. En janvier 1798, De La Harpe participe à la rédaction d'une déclaration d'indépendance d'une république lémanique jamais reconnue par les Bernois. Le bailli est renvoyé sans effusion de sang. C'est une révolution bourgeoise sans levier populaire. Le drapeau de la nouvelle République lémanique arbore le message « Liberté et égalité », qui inspirera le drapeau du futur canton de Vaud, « Liberté et patrie ». La couleur verte est appréciée dans la culture républicaine révolutionnaire de ce temps. Au début de l'année 1798, les troupes françaises entrent dans le pays de Vaud pour soi-disant le protéger. L'armée française va se servir d'un fait divers mineur comme Casus Belli pour se lancer à l'attaque de Berne vers le canton de Fribourg, un canton également membre de la Confédération et qui gère certains territoires vaudois en bailliage commun avec Berne. Un second front militaire est utilisé par les Français plus au nord à travers les montagnes du Jura et les anciennes terres de l'évêché de Bâle déjà passées sous orbite française depuis des années. Face aux soldats français, se dressent les cantons de Berne mais aussi de Soleure, un autre membre de la Confédération des 13 cantons. Cette invasion française s'appuie officiellement sur la volonté d'exporter hors de France les idées émancipatrices issues de la Révolution française. Comme nous l'avons constaté, la Confédération suisse et ses alliés sont parfois régis par des modèles médiévaux de type dominant-dominé et en partie sur des droits innés de sang. En réalité, ce n'est qu'un prétexte humaniste pour la France qui cache d'autres objectifs beaucoup plus terre-à-terre. Cette conquête vise 3 objectifs clés pour la France du Directoire. Le premier est la prise de contrôle des voies de communication alpines entre la France et la nouvelle République cisalpine que Bonaparte a créée au nord de l'Italie en 1797. Cette entité constitue un état satellite de la France. Pour Napoléon, il devient alors stratégique de contrôler les cols alpins de la Confédération que sont le Simplon en Valais, le Saint-Gothard et le San Bernardino. Le second objectif est de piller les trésors des grandes villes, notamment Berne et Zurich, afin de financer les guerres dont la campagne d'Égypte qui débute en 1799. La France du Directoire dépouille de la même manière d'autres républiques dites sœurs comme les Pays-Bas. Le troisième but est de mettre la main sur un vivier de soldats suisses pour le compte des armées françaises. Les troupes bernoises, aidées de contingents d'autres cantons confédérés ruraux, tentent de s'opposer aux Français dans des batailles dans la campagne bernoise comme celle du Gros-Holtz et de Fraubrunnen. Les troupes de Berne sont commandées par un certain Charles von Erlach, ancien officier du service étranger et membre du Grand Conseil de Berne. Il est le symbole de la Berne patricienne qui s'oppose à la France républicaine révolutionnaire. C'est aussi un patriote qui défend Berne contre un agresseur étranger. Comme un clin d'œil à la tragédie des Tuileries de 1792, Charles von Erlach avait servi dans la garde suisse du Royaume de France et avait même reçu le titre de chevalier de l'ordre du mérite militaire avant d'être nommé maréchal. Il se retrouve maintenant face à la France issue de la Révolution aux portes de son canton et de sa ville. Soleure et Fribourg capitulent et Berne doit finalement faire de même. Les Français entrent dans la ville de Berne en mars 1798. Von Erlach se retire dans l'Oberland bernois, la région des montagnes d'où il souhaite continuer la lutte. Il est assassiné par des troupes bernoises dans des circonstances troubles. On peut remarquer que la résistance bernoise se passe sans le soutien des troupes de tous les cantons confédérés et de leurs alliés. Les anciens serments de défense mutuelle qui sont l'essence même de la Confédération ne sont donc pas respectés. On ne voit pas les troupes surmontées de tous les drapeaux cantonaux comme sur les gravures du Moyen-Âge, où les confédérés se battaient ensemble face aux Habsbourg ou au duc de Bourgogne Charles le Téméraire. La Confédération est en fait un ensemble désuni par des siècles de divisions religieuses entre cantons catholiques et protestants. En avril 1798, la France instaure une république helvétique sur le modèle de sa propre constitution qui institua le régime du Directoire à Paris. Comme nous l'avons vu, c'est Peter Hawks le Balois qui l'avait rédigé depuis Paris fin 1797, mais il semble que la France ait porté des modifications à son insu. Cette république helvétique prévoit pour la première fois un État centralisé souverain, basé en théorie sur la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs et l'égalité des droits. La première capitale est la petite ville d'Aarau, et le drapeau choisi est un fanion tricolore horizontal inspiré du drapeau français. En fait, c'est un régime représentatif où le citoyen, défini comme tout homme de plus de 20 ans, élit un corps électoral intermédiaire qui nomme ensuite les membres des 2 chambres du pouvoir législatif. Ces 2 chambres du législatif désignent ensuite le pouvoir exécutif, le Directoire composé de 5 membres.
Ce directoire nomme les ministres et les préfets cantonaux. Les cantons de la République helvétique ont cependant le loisir de modifier les droits politiques de leurs citoyens et les cantons-villes restreignent rapidement le droit de vote aux seuls propriétaires fonciers, aux membres de la milice et aux métiers indépendants. Dans cette République helvétique, les cantons historiques deviennent de simples entités administratives, parfois sous un nouveau nom artificiel donné par les Français et qui n'a rien à voir avec leur histoire. Appenzell et Saint-Gall deviennent ainsi le canton du Santis, du nom d'un sommet montagneux, alors qu'Appenzell est issu d'une scission face à l'abbatiale de Saint-Gall. Les cantons de Suisse centrale, Zug, Schwyz, Unterwald, Uri, Glarus et certains de leurs territoires sujets sont rassemblés volontairement dans 2 cantons afin d'affaiblir leur poids dans le gouvernement de la République helvétique. Il s'agit des nouveaux cantons des Waldstätten, les États forestiers, et du canton de la Linth, du nom d'une rivière traversant la vallée de Glarus. Il semble bien que De la Harpe ait été derrière cette manigance, lui le protestant vaudois qui déteste ces cantons catholiques originels où la superstition de l'Église catholique domine les esprits. La constitution de la République helvétique abolit les relations féodales. Plus de territoires sujets ni de bailliage commun. Plus de charges politiques héréditaires. Cette décision donne naissance aux cantons d'Argovie, de Thurgovie, du Léman francophone, de Bellinzone et de Lugano italophone. Genève, une ancienne alliée de la Confédération, devient le chef-lieu d'un département français du Léman. Les anciens territoires de l'évêché de Bâle le long de la chaîne du Jura, à ne pas confondre avec Bâle, forment depuis 1792 le département français du Mont-Terrible. Neuchâtel reste quant à elle une principauté appartenant à la Prusse. Malgré la mise en place d'une république helvétique souveraine sur le papier, elle n'en demeure pas moins un État vassal de la France. Elle introduit des libertés fondamentales comme celle de conscience, de mouvement et de presse. Mais cette dernière est rapidement limitée avec l'introduction de la censure. Par ailleurs, elle prévoit une unification des monnaies et la formation d'embryons d'armée nationale. Les fortunes des couvents sont saisies et les pèlerinages religieux interdits, ce qui suscite la révolte des populations et de l'Église, notamment dans les cantons campagnards catholiques. Frédéric César de la Harpe et Peter Hawks sont finalement élus quelques mois plus tard au Directoire, l'organe suprême de l'exécutif. Mais la situation du territoire de cette république helvétique reste difficile. Les populations souffrent de l'occupation des troupes françaises qui vivent sur le pays. Les sources de revenus de la nouvelle république sont limitées. Les partisans d'un État central sont opposés à ceux qui souhaitent un retour au pouvoir des cantons. La jeune république est agitée par 4 coups d'État entre 1798 et 1801, dont un chasse de la Harpe du Directoire car il avait voulu s'accaparer tous les pouvoirs, comme l'avait fait Napoléon juste avant en France. C'est aussi lui qui avait chassé Peter Hawks du Directoire auparavant. De la Harpe n'était d'ailleurs pas forcément un grand démocrate au sens étymologique du terme de pouvoir du peuple. D'ailleurs, dans un échange épistolaire daté de 1791 avec son élève Alexandre, le futur tsar de Russie, il précise le fond de sa pensée. « Je ne suis pas démocrate. Personne ne haït plus que moi la démocratie. Et c'est parce que je la regarde comme incompatible avec mes principes sur la justice et la liberté, c'est parce que je l'ai observée de près que j'en déteste les maximes. L'histoire ancienne m'a fait voir dans ces démocrates d'Athènes si vantés d'impitoyables oppresseurs de leurs sujets. Et comme les passions humaines sont immuables, les démocraties de la Suisse offrent de nos jours et sous d'autres noms le même spectacle. Les ennemis les plus implacables de la liberté des sujets en Suisse sont les démocrates, au milieu desquels elle naquit. De la Harpe était plus un théoricien de la liberté qu'un politique. C'est un notable exclu du pouvoir central de Berne. Il réclamait l'égalité avec ces Bernois qui, selon lui, ont usurpé le pouvoir. Mais il se montra peu empressé d'y faire participer ceux qui étaient en dessous de lui. Il recherchait donc moins l'égalité pour tous que l'égalisation au sommet de la hiérarchie sociale. Pour un De la Harpe, la République helvétique apparaît plus comme un moyen de faire cesser l'assujettissement de sa région par le transfert du pouvoir d'un canton dominateur, Berne, vers une République helvétique centrale qui égalise tous les cantons entre eux. Suite à son éviction, De la Harpe se réfugie en France, où Napoléon lui demande de ne plus intervenir en politique. Il reviendra sur le devant de la scène plus d'une décennie plus tard, dans un autre rôle tout aussi important. Hawks aura un destin plus sombre. Ses enfants devront même changer de nom à Bâle. Les 2 personnages seront parfois considérés comme des traîtres qui ont collaboré à une invasion étrangère afin d'assouvir leurs idéaux politiques. Madame de Stel, la romancière franco-genevoise, résume ainsi le sentiment à leur égard. Ces hommes, quelque prononcés qu'ils fussent en faveur de la liberté, ont eu peine à maintenir leur popularité, parce qu'ils s'étaient ralliés à la toute-puissance des Français. La République helvétique est en fait un tigre de papier et peu de réformes voient le jour. Par contre, les conséquences de l'invasion française sont bien concrètes. Les trésors de Zurich et de Berne sont vidés. À Berne, la France a saisi l'équivalent de 150 millions de francs suisses actuels. Même les ours de la célèbre fosse publique à l'entrée de la ville sont emmenés en captivité à Paris. Les cantons originels de Suisse centrale que sont Unterwald et Schwyz, aidés par Zug et Glarus, sont opposés à la République helvétique qui dénigre l'Église. Ils refusent la nouvelle constitution de la République qui menace leur indépendance politique et ils continuent le combat. Les Schwyzois notamment vont mener une résistance héroïque face aux Français.
Ce petit canton campagnard et catholique n'est pas le plus riche et dispose de ressources limitées. La Landsgemeinde est convoquée. Elle décide la guerre et nomme un certain Alois Reding pour diriger les troupes. Ancien officier aguerri du service étranger en Espagne, Alois Reding retourna au pays pour se faire élire Landamman. On le voit ici faire ses adieux à ses proches avant de partir à la guerre devant sa propriété familiale de Schwytz. Les troupes de Schwytz, aidées par des contingents de Glarus et de Zug voisins, s'interposent sur plusieurs fronts. Au bord du lac de Zurich, ils affrontent les troupes françaises sur les pentes donnant accès au plateau de Schwytz dans les villages de Wollerau et de Schindellegi. Les confédérés résistent bravement. Les soldats sont motivés et s'imaginent peut-être revivre les heures glorieuses de leurs ancêtres qui ont terrassé les chevaliers des Habsbourg à Morgarten et Neffels dans la même région au XIVe siècle. Ils sont commandés par Alois Reding, mais également par d'anciens officiers du service étranger de Glarus, aguerris au combat ordonné des grandes armées. Mais les forces sont trop inégales. Les Français font reculer les troupes confédérées et accèdent au plateau de Schwytz. Les soldats français se livrent à des exactions. Ainsi, ils pillent la riche abbaye catholique d'Einsiedeln, un lieu de pèlerinage important dans le monde germanique, connu pour sa Vierge Noire qui fait des miracles. Sa statue est volée par les Français, même si les moines attestent que ce ne fut qu'une copie, l'original ayant été transporté en lieu sûr. L'abbaye catholique est puissante et gère depuis des siècles un territoire alentour sur lequel elle cultive les vignes. Les locaux, des paysans en grande majorité, lui sont totalement dévoués. Une anecdote veut que les Français aient demandé à un soldat schwytzois captif de prêter allégeance à la nouvelle constitution de la République helvétique. Le prisonnier répondit qu'il devait d'abord demander l'avis de son homme d'église. La Révolution française est une menace directe au pouvoir de l'Église, qu'il soit politique, économique ou spirituel, sur les populations encore largement illettrées. Lors des batailles face aux Français, des prêtres catholiques exhortent les soldats en brandissant une croix chrétienne. Rappelons-nous que le territoire de la Suisse fourmille de riches abbées puissantes. Outre Einsiedeln, on peut citer l'abbé bénédictine de Saint-Gall avec son extraordinaire bibliothèque baroque. Saint-Gall domine alors un territoire qui forme une principauté du Saint-Empire romain germanique, allié de la Confédération. Vers Unterwald, l'abbé d'Engelberg domine quant à elle une vallée au cœur des Alpes. Cette abbé forme avec les villages alentours une entité politique indépendante depuis des siècles. Le 2 mai 1798, Alois Reding conduit une dernière bataille à Rotenturm sur le plateau de Schwytz. Avant l'assaut français, il lance ce message à ses troupes. On ne recule pas, on meurt. Ce village de Rotenturm, du nom d'une tour au toit rouge en son centre, est symbolique car c'est là que se déroule traditionnellement la Landsgemeinde de Schwytz. Juste à côté se trouve le village de Biberegg, où la famille Reding possède une chapelle consacrée par 4 bulles papales en remerciement du service de la famille au Saint-Siège de Rome comme défenseur du catholicisme. Il est ironique de voir la France, l'agresseur, venir imposer par la baïonnette des idées républicaines démocratiques à une communauté pratiquant une forme ancestrale de démocratie directe, quand bien même celle-ci est imparfaite. Cela sans parler des pillages et exactions des troupes françaises qui dépouillent le pays et les lieux saints. Les confédérés parviennent à repousser les Français temporairement à Rotenturm. Face à un envahisseur plus nombreux et encerclant le canton de Schwytz par différents fronts, la Landsgemeinde se résout finalement à voter la capitulation 2 jours plus tard. La révolte des cantons campagnards est certes motivée par la résistance à un envahisseur étranger et la volonté de garder leur indépendance, mais également par d'autres motifs. Comme nous l'avons vu, les grandes familles locales sont actives dans le recrutement de soldats mercenaires et se sont elles-mêmes enrichies dans la lutte pour divers rois européens depuis des générations. La fin des régiments et de la garde suisse du Royaume de France suite à la Révolution a pu porter un premier coup aux affaires. De plus, la perspective d'un embryon d'armée nationale centralisée au sein d'une république helvétique menace directement les intérêts de ces cantons à long terme. Par ailleurs, les cantons de Suisse centrale dont Schwytz exercent des droits de bailliage sur des territoires sujets, notamment les vallées italophones du Tessin actuel. La république helvétique signifie la fin des relations féodales, donc la perte de revenus d'impôts et de terres occupées. Plus jeune, Alois Reding fut d'ailleurs envoyé comme inspecteur dans ces bailliages italophones au sud du Gotthard. Il décrit ainsi son sentiment. Jamais je n'aurais accepté ce poste si j'avais su avec quelle méfiance et mépris on considère les envoyés dans ces régions malheureuses. Il est impossible de décrire la manière brutale et ignoble dont ont agi certains baillis dans ces bailliages. Pour s'imaginer la situation, les baillis résidaient dans une résidence cossue telle que celle-ci dans le bailliage italophone de Blenio. Sur la façade, on aperçoit les blasons des cantons dominateurs d'Uri, Unterwald et Schwytz qui y envoyaient un bailli à tour de rôle. Ces cantons s'appuient également dans l'administration sur des notables locaux italophones dont on aperçoit les blasons familiaux sur la façade. Dans un autre canton fondateur de l'autre côté du lac des 4 cantons,
La communauté de Nidwald, qui forme avec Obwald le canton d'Unterwald, on appelle le peuple à résister à la République helvétique. Le clergé catholique exhorte la population paysanne à prendre les armes face à l'envahisseur. Les Français envoient leurs troupes par bateau depuis Lucerne et écrasent la contestation en commettant au passage des crimes de guerre. Ainsi, dans les environs de Stans, le chef-lieu de Nidwald, les soldats français rassemblent des prisonniers, civils y compris, dans une grange à laquelle ils mettent le feu. De nombreux villages dans Stans sont incendiés. Le lendemain, on retrouve des femmes et des enfants morts dans les champs. Un bourgeois de Zurich, Heinrich Pestalozzi, crée un orphelinat pour s'occuper des enfants du canton. Ces méthodes d'enseignement vont connaître un grand succès par la suite. Une fois Nidwald soumise et la conquête de la Confédération terminée, les troupes françaises restent sur place, ce qui suscite le mécontentement de la population. Comme le montre cette caricature, les soldats français vivent sur le pays, demandent à manger et malmènent parfois les habitants. La conquête française est cependant fragile. En Europe, une coalition se forme contre la France comprenant le Royaume d'Angleterre et les empires d'Autriche et de Russie. Ces forces conservatrices sont opposées aux idées de la Révolution française. Dès 1799, les armées autrichiennes et russes envahissent le territoire de la République helvétique par l'Est et le Nord. Ainsi, on assiste en plein cœur de la République helvétique aux combats armés et au mouvement de 3 grandes armées européennes. Ce conflit se déroule dans les villes, dans les campagnes, dans les vallées reculées et même les hautes montagnes des Alpes. Cette présence de milliers d'hommes vivant sur le pays a apporté son nouveau lot de misère et de destruction aux habitants. Au nord de la République helvétique, les Français tentent de bloquer l'invasion en brûlant les ponts de bois médiévaux sur le Rhin, notamment celui de Schaffhouse. En vain. Zurich est prise par les Autrichiens avant que les Français ne contre-attaquent sous le commandement du général Masséna et remportent la seconde bataille de Zurich. Une armée russe dirigée par le général Souvorov va réaliser un exploit resté dans les mémoires. Ayant été appelé en renfort depuis le nord de l'Italie, Souvorov et ses troupes pénètrent dans la République helvétique par le sud et remontent à travers les vallées italophones du Tessin actuel. Son armée traverse ensuite le massif montagneux du Gothard et y affronte les troupes françaises sur le pont du Diable, ce pont médiéval escarpé au-dessus des rapides. La progression vers le nord de cette armée russe est bloquée par les troupes françaises au bord du lac des 4 cantons. Souvorov décide alors d'escalader un premier col de plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui mène son armée dans le Muotatal, une vallée reculée du canton de Schwyz. Souvorov y apprend que les troupes austro-russes ont été battues à Zurich et au nord-est de la République helvétique. Il décide alors de partir, mais l'entrée occidentale du Muotatal est bloquée par les Français. Le seul échappatoire se trouve vers l'est, à travers les cols alpins menant à Glarus puis au Grison. Alors qu'une partie des Russes a déjà pris la route, l'arrière-garde russe doit faire face aux attaques des Français commandées par Masséna le 30 septembre et le 1er octobre 1799. Malgré leur infériorité numérique, les Russes repoussent les Français et leur infligent de lourdes pertes. Avant de prendre la route des montagnes, le général Souvorov remercie les nonnes du monastère catholique de Muotatal qui l'avaient accueilli et pris en charge les soldats blessés. À Glarus, l'échappatoire par le nord de la vallée étant bloqué par des troupes françaises, Souvorov continue à travers les hautes montagnes glaronnaises pour rejoindre une vallée des Grisons qui lui fournit un échappatoire vers l'Autriche alliée. Cette retraite passe dans la légende. De nos jours, il existe de nombreux monuments commémorant cette épopée russe en Suisse centrale, notamment celui érigé vers le pont du Diable dans le Gothard. Il faut se rappeler que les Russes étaient majoritairement vus comme des libérateurs par les populations de Suisse centrale hostiles à la République helvétique. En France, le nom de la bataille de Muotatal est inscrit sur l'Arc de Triomphe de Paris, bien que ce soit une défaite française du point de vue strictement militaire. En Suisse, aucun monument ne commémore la France napoléonienne. Les pillages par les troupes, les crimes de guerre de Nidwald et les réquisitions forcées ont terni davantage l'image d'un pays agresseur auprès de la population. Une fois les troupes de la coalition hors du pays, les malheurs ne sont pas terminés. L'État central de la République helvétique manque de budget pour fonctionner et réinstaure la dîme, un impôt moyenâgeux. Des révoltes paysannes se propagent dans tout le pays. En 1802, les troupes françaises quittent définitivement le territoire de la République helvétique, mais cette dernière doit faire face à l'affrontement idéologique entre les partisans du retour à l'ordre ancien d'une confédération de cantons indépendants et ceux du maintien d'un État centralisé. Les partisans du retour à l'ordre ancien montent une révolte armée contre la République helvétique. C'est la révolte dite des bâtons, nom qui souligne l'armement improvisé des insurgés dans les cantons campagnards à Landsgemeinde, mais aussi à Zurich et à Berne. Les troupes de la République helvétique interviennent comme on le voit ici sur cette gravure devant la ville de Berne. Le pouvoir effectif revient alors au canton qui crée une diète fédérale avec à sa tête le Schwyzois Alois Reding, qui est nommé Landamann du pays. Niklaus Franz von Bachmann, un officier glaronnais qui fut jadis un officier du service étranger pour le compte du Royaume de France, dirige des troupes qui défient celles de la République helvétique. C'est lui qui, en 1800, alors qu'il dirigeait un régiment confédéré allié de la coalition contre la France, avait remis au goût du jour un brassard à croix blanche sur fond rouge comme signe distinctif.
Ce symbole n'était plus usité depuis le Moyen Âge. À noter que son frère Karl Joseph était le commandant de la garde suisse aux Tuileries qui fut guillotiné en 1792 par les révolutionnaires parisiens. Constatant que l'ordre international qu'il avait envisagé se fissure, Napoléon envoie ses troupes. Il réalise que le territoire de la Suisse est unique de par son fonctionnement politique et son histoire. En 1803, il convoque à Paris des délégations de la République helvétique et se pose en médiateur. Il décide seul de retourner à un modèle politique fédéral qui succédera à la République helvétique. Afin de justifier cette volte-face, il déclare la chose suivante. La Suisse ne ressemble à aucun autre État, soit par les événements qui s'y sont succédés depuis plusieurs siècles, soit par la situation géographique, soit par les différentes langues, les différentes religions et cette extrême différence de mœurs qui existe entre ces différentes parties. La nature a fait votre État fédératif. Vouloir la vaincre n'est pas d'un homme sage. Il revient donc à un modèle fédéral décentralisé formé de 19 cantons. Ce changement est formalisé à travers un texte important nommé Acte de médiation. C'est en fait un modèle hybride. Il existe bien une diète où les cantons envoient 1 ou 2 représentants, mais son pouvoir est limité. Elle se déroule à tour de rôle dans 5 villes. Un landamann de la Suisse, sorte de symbole représentant l'exécutif, est désigné. Chaque canton rédige sa propre constitution et se voit doté d'une très large souveraineté. On parle d'une petite restauration dans la mesure où l'on revient à une confédération, mais avec certains aménagements centralisés. Au niveau des pratiques politiques, les cantons campagnards reviennent à la Landsgemeinde. Dans les cantons-villes tels Zurich, Berne ou Bâle, les familles patriciennes et issues des corporations font leur retour aux commandes et retrouvent des privilèges sur leur campagne. Malgré cette restauration partielle de l'ordre ancien, Napoléon garde le principe de l'égalité de droit entre les cantons déjà mis en place lors de la République helvétique. En 1803, cette nouvelle confédération de la médiation compte donc 19 cantons, les 13 cantons germanophones de l'ancienne confédération, auxquels s'ajoutent 6 nouveaux cantons. Ces nouveaux cantons sont formés d'une part par les anciens pays sujets ou bailliages communs que sont l'Argovie, Vaud, le Tessin et la Turgovie, d'autre part par les anciens pays alliés de la Confédération que sont les Ligues grises, plus connues sous le nom de Grison, et Saint-Gall. Les frontières intercantonales vont peu ou prou rester en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Enfin, les cantons reprennent tous leur nom historique. La carte politique de la médiation est défavorable aux anciens cantons dominateurs comme Berne, qui perd définitivement le territoire de Vaud francophone et la portion bernoise de l'Argovie. Le Tessin est formé quant à lui par l'ensemble des bailliages communs italophones situés au sud du col du Saint-Gothard dans les vallées conduisant à la Lombardie. Napoléon lui donne le nom de Tessin, du nom d'une rivière locale et le dote d'un drapeau rouge et bleu. Ce nom ne sera plus changé car il n'y a pas de nom historique alternatif. Ce redécoupage de la médiation est historique. En faisant des pays sujets italophones du Tessin et francophones de Vaud des cantons de plein droit, il crée par un fait du prince l'ébauche d'une véritable confédération plurilinguistique. Le canton de Fribourg germanophone avait déjà des districts francophones issus de conquêtes, mais constituait une exception dans l'ancienne confédération. Parmi les pays alliés devenus cantons lors de l'acte de médiation, on trouve le canton de Saint-Gall. Celui-ci est constitué en ajoutant à la ville et à l'abbatiale de Saint-Gall son territoire historique soumis et d'anciens bailliages communs aux pays sujets des cantons confédérés. Ainsi, Saint-Gall devient un immense canton qui acquiert par décret toute la vallée du Rhin entre le lac de Constance au nord et les Grisons au sud, ainsi que les territoires autour du lac de Wallen, des anciens bailliages de Schwytz et de Glarus. Enfin, dernier canton ajouté en 1803, celui des Grisons amputé de ces pays sujets que sont les vallées méridionales italophones de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna que Napoléon rattache à sa République cisalpine italienne. Les Grisons sont aussi appelés Graubünden en allemand. Ce terme, qui signifie Ligue grise, renseigne sur la nature politique de cet ensemble. En effet, il s'agit d'une ancienne confédération dont l'histoire présente des similitudes avec l'ancienne confédération suisse. Les Grisons sont constitués de 3 ligues alliées formées au XIVe et XVe siècle dans des vallées et qui se sont progressivement entendues entre elles. Les figures influentes étaient des princes locaux et des figures du pouvoir spirituel, tels l'abbé de Disentis et l'évêché de Coire. La première ligue est la ligue grise ou ligue supérieure, qui donnera son nom au canton. En effet, Graubünd signifie ligue grise en allemand. Les deux autres sont la Ligue de la Maison-Dieu, dite aussi Casa Dei, et la Ligue des 10 juridictions. Le drapeau du canton des Grisons rassemble les couleurs de ces 3 ligues. En miroir au serment du Rütli, ces ligues ont leur propre mythe originel, notamment celui de la Ligue grise qui s'est formée par un serment de ses représentants sous un sycomore dans le village de Troun. La souche de l'arbre originel se trouve toujours dans un musée local. Elles ont développé des alliances tout en ne formant pas un État à part entière. Constituées de vallées reculées au carrefour des cultures, on y parle des vieilles langues latines dites rhéto-romanches, des patois allemands ou bien l'italien. Ces ligues sont décentralisées et chaque ville ou village jouit d'une autonomie politique, notamment lors du choix de leur religion lors de la Réforme.
On y trouve donc des villages catholiques aussi bien que protestants qui peuvent être voisins. Comme les cantons confédérés, les trois ligues comptent les Habsbourg comme ennemis de longue date. Les Grisons se sont battus avec les cantons suisses contre l'empereur Maximilien de Habsbourg en 1499 lors des guerres de Souabe, ce qui a contribué à leur alliance avec les confédérés suisses. Comme certains autres cantons, les Grisons présentent des formes de démocratie directe au niveau communal, mais sont quand même dominés par des familles patriciennes puissantes telles les Salis, originaires du village de Sollio dans le Val Bregaglia. Les Salis brillent comme officiers dans le service étranger pour les royaumes européens. Le royaume de France compte ainsi un régiment nommé Salis. Les diverses branches de la famille ont formé au cours des siècles un patrimoine immobilier gigantesque et dominent la scène politique avant la conquête française. Le Valais, Genève et Neuchâtel ne font pas partie de la nouvelle carte politique de la médiation. Pour le Valais, Napoléon veut garder la main sur la route du col du Simplon et y créer une république rhodanienne satellite de la France qui deviendra en 1810 un département français sous le nom de Simplon. Genève reste quant à elle le chef-lieu du département français du Léman. Enfin, la principauté de Neuchâtel appartenant au roi de Prusse est acquise par Napoléon en 1806. Il l'offre à un maréchal de son armée qui la gère de loin mais ne s'y rendra jamais. L'acte de médiation garantit en principe plusieurs libertés aux citoyens. Liberté d'installation d'abord. Chaque citoyen a le droit de changer de canton. Liberté de commerce ensuite. Les douanes intercantonales doivent être abolies et la monnaie unifiée. Enfin, liberté de presse et de religion. On ne peut persécuter ou retirer ses droits à un citoyen du fait de sa croyance. Au niveau militaire, les cantons peuvent entretenir un nombre limité de soldats et un canton ne peut pas signer de traité de défense avec un autre canton ou une puissance étrangère. La Confédération demeure un État satellite qui doit fournir des troupes à la France pour les guerres napoléoniennes. Ainsi, des milliers de soldats suisses participent entre autres à la campagne de Russie de 1812. À la Bérésina, des soldats suisses se sacrifient pour permettre aux troupes napoléoniennes de s'enfuir face aux Russes. La chute de Napoléon et de l'Empire français va marquer un nouveau tournant. Fin 1813, les armées alliées de la coalition pénètrent militairement sur le territoire de la Confédération. Genève, chef-lieu d'un département français depuis 1798, est libérée par les Autrichiens. C'est la fin de la période de la médiation et de la tutelle française. Au congrès de Vienne de 1814-1815, les puissances vainqueurs que sont l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse redessinent la carte de l'Europe. Un de leurs objectifs est de s'assurer que la France soit contenue. Les délégués des cantons suisses y représentent les intérêts particuliers de leur canton plus que celui d'une confédération unie. Les puissances vainqueurs décident de la neutralité perpétuelle de la Confédération suisse et de l'inviolabilité de son territoire. On expliquera plus tard que la Suisse était neutre de facto depuis le XVIe siècle, après la défaite de Marignan en 1515 contre les Français qui mit fin à leur politique expansionniste en Italie du Nord. Mais ce ne fut pas vraiment le cas. L'historiographie suisse tentera postérieurement de positionner la neutralité comme une politique décidée par les Suisses eux-mêmes bien avant le Congrès de Vienne. De la même manière, le Congrès de Vienne décide de la neutralité armée du nouveau royaume des Pays-Bas qui doit également constituer un État tampon avec la France. Ce royaume se divisera ensuite entre Belgique et Pays-Bas, deux pays qui ont gardé le principe de neutralité depuis lors. Pendant ce congrès de Vienne, le Vaudois Frédéric César de la Harpe fait un retour remarqué sur la scène politique. Vivant en France depuis son éviction de la République helvétique au début du siècle, il représente les intérêts des cantons de Vaud et du Tessin qui souhaitent rester des cantons de plein droit. Les émissaires de Berne, soutenus par l'Angleterre et le ministre autrichien Metternich, intriguent pour récupérer leurs anciens pays sujets de Vaud et d'Argovie. Ils échouent, mais obtiennent en compensation les territoires de l'ancien évêché de Bâle francophone qui formait un département français sous Napoléon. Ces territoires demanderont au XXe siècle de constituer un nouveau canton francophone séparé des germanophones bernois, celui du Jura. Du côté genevois, les notables Charles Pictet de Rochemont, François d'Ivernois et le banquier Jean-Gabriel Hénard se démènent pour que Genève rejoigne la Confédération. Le principe du rattachement à la Confédération est accepté du côté genevois et des confédérés. La Genève protestante avait noué des alliances avec les Bernois et les Uriquois réformés et avait vécu dans la peur de leurs voisins catholiques de Savoie. Le plus grand fait d'armes de l'histoire genevoise est l'épisode de l'escalade de 1612, lorsque les Genevois ont résisté à l'attaque nocturne surprise de troupes savoyardes ayant réussi à pénétrer dans les murs de la ville. La défense héroïque des habitants avait permis de sauver l'indépendance de la République. Le 1er juin 1814, des troupes confédérées des cantons de Fribourg et de Soleure débarquent sur les bords du Léman au port Noir de Genève. Elles sont accueillies dans la liesse par les officiels et la population genevoise qui sortent de nombreuses années de domination française. En mai 1815, Genève devient officiellement un canton suisse. Deux autres régions francophones rejoignent la Confédération. Le Valais d'abord, que Napoléon avait transformé en un département du Simplon. Enfin Neuchâtel qui reste un cas à part. Tout en devenant un canton de la Confédération, elle reste attachée au roi de Prusse. Ainsi, on ajoute 3 cantons aux 19 existants, dont 2 entièrement francophones.
On parle à partir de 1815 de la Confédération des 22 cantons. Parallèlement au congrès de Vienne, les représentants des 22 cantons se réunissent à Zurich entre 1814 et 1815 afin de rédiger un texte régissant cette nouvelle confédération suisse. Cette diète s'étend car les cantons ne parviennent pas à se mettre d'accord. On parlera donc de longue diète. Elle se déroule sous l'œil et le contrôle strict d'émissaires des grandes puissances vainqueurs de Napoléon. Un certain Ioannis Kapodistrias est l'un de ces émissaires. Grec originaire de Corfou, il est alors un diplomate au service de l'Empire russe. Il contribue aux grandes décisions sur le futur de la Suisse, notamment sa neutralité, le rattachement de Genève à la Confédération et le maintien de Vaud comme canton face aux Bernois soutenus par l'Autrichien Metternich. Kapodistrias deviendra plus tard un héros grec et le premier président de la République grecque indépendante suite à la guerre de libération contre les Turcs ottomans. Des années plus tard, des Genevois lui renverront l'ascenseur, notamment le banquier philhellène Jean-Gabriel Hénard qui sera le cofondateur de la première banque centrale grecque. Dans l'hôtel de ville de Zurich au bord de la Limmat, les débats et les désaccords se succèdent avant d'aboutir à un texte, le pacte fédéral. Fini la République helvétique et l'acte de médiation. On revient à une simple confédération de cantons indépendants qui décident chacun de leur constitution. Il n'y a plus d'État centralisé avec séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Le pacte fédéral pose simplement des principes de défense mutuelle entre cantons et de participation à la levée de troupes pour se défendre. Les grandes puissances veulent s'assurer que cette confédération puisse garantir son indépendance et sa neutralité. Le document du pacte fédéral désigne pour la première fois l'entité politique nouvelle par le nom de Confédération suisse, et non plus Confédération. Sur la couverture du texte officiel figure d'ailleurs une croix blanche sur fond rouge, le futur drapeau du pays, symbole remis au goût du jour depuis le début du siècle. En plus des 19 cantons existants, le texte est bien signé par les délégués des 3 nouveaux cantons, Genève, Valais et Neuchâtel. Ce rattachement fut en partie influencé par les puissances vainqueurs étrangères. Ce sont certes des anciens pays alliés, mais qui n'avaient jamais envisagé auparavant de former un État commun. Dans la valse des négociations de Vienne, la Confédération perd en revanche définitivement certains territoires, comme les vallées italophones catholiques de la Valteline, de Chiavenna et de Bormio, d'anciens pays sujets des Grisons. Pour satisfaire certains cantons, le texte laisse la possibilité de signer des capitulations avec des pays étrangers, c'est-à-dire des traités pour fournir des soldats au service de puissances étrangères. Au niveau cantonal, le vote censitaire est de mise en politique. Il n'y a pas de vote élargi. Pour accueillir les diètes en tournus, on désigne 3 villes, Zurich, Berne, toutes deux protestantes, et Lucerne, la catholique. Les douanes entre cantons et les nombreuses monnaies sont remises en vigueur. Politiquement, les grandes villes redeviennent dominantes dans les cantons-villes au détriment de leurs campagnes. On y rétablit les institutions politiques anciennes telles que le Grand et le Petit Conseil, qui sont à nouveau monopolisées par les mêmes oligarchies de sang qu'avant l'invasion française. Dans le canton de Zurich par exemple, la ville garde une majorité des sièges au Grand Conseil, même si la campagne zurichoise compte plus d'habitants et devrait logiquement être surreprésentée. Cette période allant de 1814-1815 à 1830 se nomme Restauration, car on rétablit en partie la situation préfigurant l'invasion française. Un symbole de cette restauration est la statue du lion érigée dans la ville de Lucerne en hommage au sacrifice des gardes suisses lors de la prise des Tuileries de 1792. C'est Karl Pfiffer von Altisthofen, un ancien officier lucernois issu de la plus grande famille patricienne locale, qui lance une souscription nationale pour financer ce mémorial. Officier de la garde suisse en France, il était en permission à Lucerne lors du massacre des Tuileries et souhaite ainsi rendre hommage à ses frères d'armes. Les officiers de cette famille étaient les seules personnes à ne pas devoir ôter leur chapeau devant les rois de France. Un honneur accordé par la royauté après que Ludwig Pfiffer ait sauvé un roi français des mains des Huguenots au XVIe siècle. On surnomma ce dernier le roi de la Suisse, tellement son pouvoir était grand. Cette famille patricienne catholique d'officiers militaires est tant liée au royaume de France que son blason contient 3 fleurs de lys, symbole de la monarchie française. Enfin, pas moins de 11 membres de cette famille occupèrent le poste de commandant de la garde pontificale du Vatican au cours de l'histoire. La statue du lion terrassé symbolise donc le sacrifice des gardes suisses, mais pas de tous. Au-dessus du lion, un message en latin vante la fidélité et la loyauté des Suisses. Sous le lion figure une liste de noms. Ces patronymes sont uniquement ceux des officiers, pas ceux des soldats de troupes. À gauche, les noms des 26 officiers ayant péri, et à droite, ceux des 16 ayant survécu au massacre. On y retrouve tous les noms de famille de la Suisse patricienne oligarchique d'Ancien Régime. Erlach et Diesbach de Berne, Reding de Schwytz, Salis des Grisons, Pfiffer von Altisthofen de Lucerne, Bachmann de Glarus, Gautreau, Maillardeau et Cholet de Fribourg, ou encore Constant Rebec du pays de Vaud alors encore bernois. Pour décrire ce monument conservateur, on ne peut que citer l'écrivain américain Mark Twain. Le lion gît dans sa tanière sur la façade d'une falaise, car il est taillé dans la roche. Sa taille est colossale, son attitude noble. Sa tête est inclinée, la lance brisée s'enfonce dans son épaule.
Sa patte protectrice s'appuie sur la fleur de lys. Des vignes pendent de la falaise et ondulent dans le vent. Un ruisseau coule d'en haut et se déverse dans le bassin en contrebas. Le lion se reflète en miroir à la surface lisse du bassin parmi les nénuphars. Autour, il y a des arbres verts et de l'herbe. L'endroit est un lieu boisé abrité et reposant, éloigné du bruit, de l'agitation et de la confusion. Et tout cela est approprié, car les lions meurent dans de tels endroits, et non pas sur des socles de granit au milieu de places publiques clôturées par des balustrades en fer. Le lion de Lucerne serait impressionnant n'importe où, mais nulle part il n'est aussi impressionnant que là où il se trouve. L'invasion française et la mise en place d'idées libérales issues de la Révolution ne furent-elles que de simples feux de paille? En conclusion de ce premier épisode, on constate que la Suisse est mal partie dans ce 19e siècle. Divisée et affaiblie, elle a vu son territoire piétiné par les armées des puissances européennes. Sa population exsangue subit les pillages français et parfois la famine. La Confédération est humiliée diplomatiquement, car son sort est largement décidé à Vienne par les vainqueurs de Napoléon. Des cantons désunis y ont représenté leurs intérêts propres. Lueur d'espoir, le pacte fédéral de 1815 est un lien minimal signé sous l'œil d'émissaires étrangers, mais qui ne crée pas d'État à proprement parler. En Europe, on se soucie du futur de ce conglomérat de cantons sans ressources naturelles. Les premiers guides touristiques anglais parlent alors d'un pays malheureux, désuni et sans véritable gouvernement. Selon eux, on n'y rencontre pas les descendants de Guillaume Tell, ces bergers libres des Alpes aux valeurs nobles, mais des mercenaires avides d'argent, des enfants mendiants et des hôteliers peu scrupuleux pratiquant l'extorsion. Au niveau politique, la France imposa à la baïonnette un modèle d'État centralisé inconnu qui ignora l'essence profonde de l'ancienne Confédération. Malgré tous ces abus, l'intervention française a brisé certaines formes de domination ancienne en faisant par exemple de territoires soumis, certains francophones ou italophones, des égaux des cantons de l'ancienne Confédération. On obtient donc un embryon d'entité politique multilinguistique. Dans le second épisode, les libéraux feront un retour en force après 1830. Un débat politique enflammé aboutira au milieu du 19e siècle à une guerre civile, suivie d'un bouleversement politique majeur. Tout changera alors en quelques décennies. Des profondeurs des ténèbres, la Suisse connaîtra une transformation historique qui posera les bases de son succès actuel. Elle deviendra un îlot républicain dans une Europe monarchique, se positionnant comme une puissance industrielle et une terre de dialogue et de paix. Son système politique se démocratisera. On bâtira un roman national suisse fédérateur où les mythes côtoient la réalité historique. Ce roman permettra de faire vivre ensemble des peuples aux langues diverses et jusqu'alors étrangers. Les débuts du tourisme feront connaître ce pays isolé et contribueront à forger son image romantique de paradis alpestre. Ces paysages paradisiaques pourraient laisser penser à une intervention divine qui sauve la Suisse. Mais non, ce sont bien les Suisses eux-mêmes qui vont créer ce miracle de leurs propres mains. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. L'épisode 2 sortira fin juillet 2023. Pour être averti lors de sa publication, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. À bientôt!